Bien sûr que non. Aujourd'hui, la question rationnelle est la suivante. Pourquoi fermons-nous des systèmes économiques entiers? On prétend que le coronavirus est plus contagieux que le virus H1N1. Très bien, voyons cela. Combien de virus différents avec ce taux d'infection connaissons-nous? Et si on considère la grippe H1N1 ou le nombre de décès? Environ 15% de la population américaine a été infectée. En supposant que 2 fois plus de personnes soient infectées, donc 30%. Aux États-Unis, ce nombre serait de 90 millions et 0,3% de la population américaine infectée est décédée à l'époque. Si nous supposons que 2 fois plus de personnes meurent, nous avons doublé le taux d'infection et le taux de mortalité passe à 0,6%. Cela signifie que 540 000 personnes meurent. Et maintenant, combien de personnes meurent aux États-Unis de maladies cardiaques? Je n'en suis pas sûre, mais je pense que le nombre de décès quotidiens aux États-Unis en 2017 se situe entre 7 700 et 8 300 au total. C'est un chiffre quotidien, mais les maladies cardiaques tuent 540 000 personnes par an, donc près de 600 000. Mais les maladies cardiaques sont-elles contagieuses? C'est l'argument qu'on utilise toujours. Oui, tout à fait, mais c'est justement le problème. Je vous donne les chiffres sans vouloir faire peur. Si on regarde les chiffres de la même manière, sans avoir recours à la peur de l'infection, 540 000 personnes meurent, ce qui est beaucoup. 600 000 meurent déjà de maladies cardiaques, 500 000 meurent chaque année du cancer, 440 000 meurent d'erreurs médicales, 200 000 autres meurent chaque année à cause de médicaments et 1,9 million de personnes sont admises à l'hôpital chaque année. Dans ces cas-là, où sont l'isolement et la mise à l'arrêt de tout? Si la santé publique est importante pour nous, et elle l'est, alors nous devrions parler du surpoids. 30% de la population américaine est en surpoids. Où est la mise à l'arrêt de l'économie? Il en faudrait peut-être une. Où sont toutes les quarantaines, les isolements et les mises à l'arrêt de l'économie à cause de toutes les autres maladies qui surviennent si fréquemment? 54% des adolescents américains souffrent d'une maladie auto-immune quelconque. 54%. Un enfant ou un adolescent sur 5 souffre d'un trouble mental quelconque. Où est le mode d'arrêt d'urgence? Ce que nous voyons ici est une approche déséquilibrée de la médecine, car tout le reste ne sert pas les intérêts des Big Pharma. Au contraire, ce sont les personnes, dans les exemples donnés, qui sont censées servir les intérêts des industries pharmaceutiques. Il n'est pas question pour eux de s'attaquer aux vrais problèmes, et il faut que les gens s'en rendent enfin compte. Oui, les gens sont importants pour nous. Où donc est la mise à l'arrêt d'urgence de l'économie en raison des maladies cardiaques, des fautes médicales, du surpoids, etc. Il n'y en a pas, car tout cela est causé par les multinationales agricoles et l'industrie pharmaceutique. Les grands médias ne veulent pas non plus parler de cette vérité, car ils sont payés par les multinationales agricoles et pharmaceutiques. Regardez qui paye leur publicité. Si nous voulons découvrir la vérité et parler réellement au niveau scientifique, nous devons le faire. Nous ne devons pas parler des chiffres dans un contexte général, mais en termes relatifs, car la santé publique est en jeu. Vous décrivez donc cette crise comme, et je cite, le plus grand canular effrayant de tous les temps. Pouvez-vous expliquer comment, selon vous, le monde entier se laisse prendre à ce canular? Pas le monde entier. J'ai parlé à de nombreuses personnes et beaucoup sont indignés. Les travailleurs aux États-Unis sont de plus en plus en colère. Parlons des hommes politiques, des décideurs, qui, selon vous, tombent dans le panneau. La malheureuse fusion jusqu'à la fusion des médias, la malheureuse fusion et la consolidation du pouvoir des grands hôpitaux et des compagnies pharmaceutiques, cela donne un groupe de personnes assez restreint qui peut contrôler les récits. Ce n'est même pas une théorie de conspiration. Robert a écrit à ce sujet, Noam Chomsky, dans Manufacturing Consent. On pourrait écrire toute une thèse là-dessus, et nous en sommes témoins maintenant. Quelqu'un avec des références comme les miennes, et j'ai des références tout simplement incroyables, peut réellement s'exprimer. J'ai toutes ces références du MIT. J'ai eu des bourses de recherche complètes. J'ai été nominé pour la médaille nationale de la technologie et de l'innovation. Je ne suis pas un taré quelconque. Et je sais exactement que les scientifiques, les universitaires, font malheureusement partie de Big Academia. Avec l'adoption de l'amendement Manfield, nous avons éliminé les grands scientifiques. Maintenant, tout ce que nous avons, ce sont des universitaires qui rampent. Et beaucoup d'entre eux, mes amis du MIT, me disent « Shiva, ce que tu dis est absolument vrai, mais je ne le dirai pas. J'ai une famille à nourrir. J'ai de la chance, je suis un inventeur, je gagne mon propre argent, je dirige mes propres laboratoires de recherche, je ne dois rien à personne. Et le problème fondamental est le suivant. Le noble devoir de la science est de communiquer la vérité. Et je dis la vérité ici. Toute cette affaire restera dans les annales comme le plus grand canular effrayant, car elle sert 3 objectifs. Premièrement, détruire les systèmes économiques, et cela de façon particulièrement forte aux États-Unis. 17 millions de personnes sont devenues chômeurs.
Nous voyons également les plans sans équivoque de Big Pharma, de l'OMS et des services de lutte contre l'épidémie, qui visent à rendre les traitements médicamenteux obligatoires. S'ils le veulent bien, dans 6 mois, vous ne pourrez plus obtenir votre permis de conduire comme ça, on dira. Où est votre carnet de vaccination? Ou bien aller dans une salle de sport, à la discothèque, etc. Réfléchissez-y. Et pourquoi? Parce que Big Pharma perd de l'argent d'année en année. Il suffit de regarder les chiffres. Ils ont davantage d'investissements. Plus de 30% dans la recherche et le développement avec une tendance à la hausse. On pourrait penser que celui qui investit de plus en plus dans la recherche et le développement recevra plus de subventions. Mais ils reçoivent 30% de moins et la tendance est à la baisse, parce que même la FDA, l'autorité de contrôle de la qualité des médicaments et des aliments, commence à se rendre compte que leurs produits sont des poisons. C'est pourquoi leur nouveau plan d'entreprise est désormais basé sur les vaccins. Pourquoi? Parce que vous pouvez poursuivre le fabricant d'un médicament en dommages et intérêts. Ça a coûté 5 milliards de dollars en 13-14 ans. Donc très cher, à haut risque, à faible profit, et vous pouvez être poursuivi en justice. Les vaccins ne présentent pas ce risque. Ils ne sont pas soumis à la même réglementation, ils sont appelés produits biopharmaceutiques. Deuxièmement, vous ne pouvez pas poursuivre un fabricant de vaccins grâce à Ted Kennedy et aux politiciens qui protègent Big Pharma. Vous ne pouvez pas les poursuivre en justice. Et si vous le faites, vous ne pouvez porter plainte que devant un tribunal géré par la Fédération pour des affaires de vaccination. Cela signifie que c'est le contribuable qui paye. Vous voyez ce que je veux dire? Aucun grand média ne couvre ce sujet. Für Impfstoffangelegenheiten. Das bedeutet, dass der Steuerzahler dafür aufkommt. Sehen Sie, was ich meine? Darüber wird von keinem Mainstream-Medienhaus berichtet. D'après ce que j'ai compris de vos déclarations et de votre interview, votre plus grande inquiétude, c'est la médecine forcée. Le week-end dernier, Bill Gates est apparu à la radio publique en Allemagne et a déclaré que 7 milliards de personnes devaient être vaccinées. De quoi s'agit-il exactement? Voilà, je m'en doutais. L'objectif est de paralyser l'ensemble de l'économie américaine, même si elle imprime 6 billions de dollars. Cela fait partie des objectifs de développement durable. Imaginez, 7,2 milliards de personnes vous donnent 1 000 dollars chaque année, soit 7,2 billions de dollars. Bill Gates ne connaît pas la biologie. Il vient d'une famille riche et il a été oint comme s'il savait ce qu'il faisait, parce qu'il a volé de l'argent du trésor public. Sa fondation aurait dû payer des impôts. Ils ont transféré l'argent à la fondation Bill et Melinda Gates. On en a fait une grande publicité et il sera le sauveur de toutes les personnes de couleur de la planète. C'est raciste. Ce qu'il fait, c'est du racisme institutionnalisé. Son but est essentiellement la médecine forcée. Regardez ses partenaires. Hillary Clinton, Chan Zuckerberg, CDC, des multinationales pharmaceutiques. Ce sont ses amis. Ce sont les cercles dans lesquels il vit. Ces gens veulent diriger une médecine du haut vers le bas. Pourquoi? C'est simple, ils suivent l'argent. Ils suivent l'argent. Il s'agit de 7 000 billions de dollars par an de revenus récurrents pour l'industrie pharmaceutique. Mais comment cela fonctionne-t-il? En mettant toute l'économie à l'arrêt, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays? Et d'autre part, y a-t-il de grandes entreprises pharmaceutiques qui pourraient tirer profit de la situation à l'avenir? Pas ils pourraient, ils en tireront profit. Oui, mais comment on peut combiner ça? Laisser toute une économie s'effondrer dans plusieurs pays, pas seulement aux États-Unis, pour que quelques entreprises pharmaceutiques puissent ensuite en tirer des revenus? Cela ne semble pas en valoir la peine. Avez-vous fait le calcul? Non. Alors faites le calcul. Vous découvrirez que ça en vaut la peine. Vous avez une industrie qui vaut des billions de dollars appelée Big Pharma, et cette industrie est en train de disparaître. Les gens n'achètent plus de médicaments. Regardez la valeur des actions Sanofi. La valeur des actions des médicaments pour le cœur et pour le diabète est en baisse. Mangez-vous des aliments biologiques? Eh bien, la nourriture en Allemagne est de meilleure qualité qu'en Amérique. Essayez-vous de mener une vie saine? Bien sûr. C'était différent il y a 20 ans. 30 millions de personnes aux États-Unis font du yoga aujourd'hui. Pensez-y. La tendance est que les gens prennent soin de leur corps. Ils veulent acheter de bons aliments pour leurs enfants. Ils s'intéressent aux vitamines et aux plantes. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. Par conséquent, tout le modèle économique des grandes entreprises pharmaceutiques est en train de disparaître. Si vous le souhaitez, nous pouvons l'analyser de manière plus détaillée. Vous pouvez inviter tous les économistes du monde et nous leur montrerons les chiffres qui confirment l'échec de ce modèle commercial. Ils ont donc besoin d'un nouveau modèle commercial. Et ce nouveau modèle commercial, ce sont les vaccins et les thérapies cellulaires. C'est ce qu'on appelle les biomédicaments.
Ils n'ont pas à subir les mêmes tests rigoureux et vous évitez ainsi les litiges. Les entreprises pharmaceutiques constatent que leurs médicaments échouent, qu'ils ne fonctionnent pas. De plus en plus de personnes mènent un mode de vie sain. Ils doivent prescrire des vaccins, c'est de cela qu'il s'agit. Et vous devez comprendre qu'il ne s'agit plus seulement de nations. Il existe des forces qui vont au-delà des nations. On les appelle l'élite mondiale. Existe-t-elle vraiment? Bien sûr. Elle n'investit pas en Amérique. Ce ne sont pas non plus des nationalistes russes. Elle investit largement au-delà des frontières nationales. C'est de cela qu'il s'agit. Des fondations telles que la Fondation Gates, la Clinton Global Initiative et la Fondation Chan Zuckerberg sont impliquées dans ce projet qui traverse les frontières nationales. Ces gens sont en fait leur propre gouvernement. Car que font-ils? Ils prennent des milliards de dollars de recettes fiscales, les mettent dans leurs fondations et ces dernières sont utilisées pour dicter la politique publique. Avez-vous élu Bill Gates? Je ne l'ai pas élu. Et avez-vous voté pour Mark Zuckerberg? Moi non. Avez-vous voté pour les Clinton? Non, nous n'avons pas voté pour eux. Mais ils dictent la politique publique du haut vers le bas. Un ordre public que vous et moi n'avons jamais choisi. Un tel ordre veut que les objectifs de développement durable adoptés en 2015 soient une utopie. Vous devrez y lire l'agenda 2030, qui stipule que tout le monde doit être vacciné pour réaliser cette utopie fictive. Et savez-vous qui a soutenu cette initiative? La Fédération internationale des associations et fabricants de produits pharmaceutiques. À sa tête se trouvent Roche, Eli Lilly et Shionogi Seiyaku. Cela signifie-t-il que les vaccinations contre le coronavirus ne sont qu'un début? Exactement, vous avez mis le doigt sur le problème. C'est le début d'un tout nouveau modèle médical, c'est une approche du haut vers le bas. Pensez à ce qui se passera en septembre de l'année prochaine. Les préparatifs sont déjà en cours. Ils diront, Yasmine, vous ne pouvez pas sortir, vous devez vous faire tester, et voici le vaccin contre le coronavirus. Vos voisins paniqués vous dénonceront à la police. C'est là que ça commence. Les gens dénoncent d'autres personnes. C'est du fascisme. Nous savons ce qui s'est passé en Allemagne. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était dans les années 1940. Maintenant, c'est le fascisme 2020, et c'est comme ça que ça se passe. Des voisins appellent la police pour dénoncer d'autres personnes sur la base d'une fiction, sur un concept fictif du système immunitaire. Tout cela est faux. Pensez-vous que 7,2 milliards de personnes auraient survécu aussi longtemps? Nous sommes une usine à germes vivante. La théorie des germes, depuis Pasteur et Robert Koch, a toujours blâmé les germes. Blâmer un germe ou un virus est un moyen très puissant de semer la confusion et la panique dans les populations. Peut-être pour nos téléspectateurs en Allemagne qui voient des vidéos et des images terrifiantes de New York. Ils voient qu'il y a un taux d'infection élevé et que plus de personnes y meurent que partout ailleurs. Comment voyez-vous cela et pourquoi n'êtes-vous pas inquiet? Je suis très inquiet. Je travaille dans le secteur de la santé depuis 40 ans. Je crains que tout le système immunitaire ne soit affaibli. Je suis le type qui a écrit 5 ou 6 articles de recherche sur Monsanto dans lesquels j'ai relevé l'affaire du glyphosate, ce qui détruit le système immunitaire et la flore intestinale. Où est le tollé de l'opinion publique? Il n'y en a pas. J'étais un combattant de première ligne pour la santé pendant 20 ou 30 ans, mais il n'y avait aucune inquiétude lorsque des entreprises comme Monsanto détruisaient le sol ou la biodiversité qui affectent notre flore intestinale. Où est le tollé de l'opinion publique face au fait que peu de gens peuvent s'offrir des aliments biologiques, que les pesticides sont partout? Où est le tollé de l'opinion publique? J'en parle depuis 20 ans et soudain, ils veulent parler d'un coronavirus et ils ont peur. Tout cela est absurde car leur alarmisme n'est pas compatible avec toutes les autres maladies causées par l'agriculture et par l'énorme industrie pharmaceutique. Si nous voulons être honnêtes, parlons de la véritable épidémie mondiale. L'Inde va compter 300 millions de diabétiques, le savez-vous? 300 millions de diabétiques parce qu'ils ne suivent plus le même régime alimentaire qu'avant. Ils mangent des pizzas Domino, du sucre, plus de sucre et encore plus de sucre. 300 millions de diabétiques. C'est une bonne affaire pour les cardiologues, l'industrie pharmaceutique, etc. Pourrait-on parler de la situation actuelle à New York? Parce que c'est exactement ce que les gens voient à la télévision et aux informations. Combien de ces personnes sont immunodéprimées? Je pense qu'il y en a beaucoup. Je sais que beaucoup d'Américains sont très malades. Connaissez-vous les chiffres? Non, je ne connais pas les chiffres. Alors parlons-en. Mais avant de poser des questions comme savez-vous combien de personnes, parce que c'est absurde, faisons de la science, car dans la science il n'est pas question de théorie mais de quantité.
la quantité dans le contexte de la vue d'ensemble. Les mathématiques sont importantes, bien qu'aux États-Unis, on enseigne aux élèves que tout le monde est récompensé, même s'ils donnent une mauvaise réponse. C'est un non-sens. Les mathématiques sont importantes. J'ai passé beaucoup de temps sur les maths et j'ai résolu des problèmes de maths jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Je suis toujours un bon mathématicien. Les mathématiques sont importantes. Et vous savez ce que les mathématiques nous disent? Nous ne savons ni ce qu'est le numérateur, ni ce qu'est le dénominateur. Tous ceux qui sont amenés à l'hôpital, l'Organisation mondiale de la santé a créé 2 codes pour Covid. Pour le premier code, Covid-19 a été diagnostiqué en laboratoire. Comment s'y prennent-ils? En utilisant une réaction en chaîne par polymérase de l'ADN. Si vous regardez Kary Mullis, il a développé cette méthode et a reçu le prix Nobel pour cela. Il a dit que ces tests ne sont pas fiables. Il est mort récemment. Cherchez ce nom, Kary Mullis. La méthode PCR tente de rechercher un petit morceau de nucléotide et de le dupliquer. Vous savez que nous sommes probablement tous porteurs du coronavirus sous une forme ou une autre. Nous tous. Nous ne savons donc pas vraiment ce qu'est le numérateur. Ils ont également créé un code secondaire qui ressemble beaucoup à Covid et l'ont appelé le code Covid. Le personnel hospitalier est encouragé à estampiller le diagnostic en tant que Covid pour l'argent et les respirateurs. Nous sommes toujours dans la saison de la grippe et regardez les chiffres. Il est intéressant de noter que le rythme auquel le nombre de patients atteints de pneumonie diminue est presque identique au rythme auquel le nombre de patients de Covid augmente. Vous le remarquez? Nous ne connaissons donc pas le numérateur, nous ne connaissons pas le dénominateur. Nous savons que le personnel hospitalier doit imposer ce code secondaire sur les patients atteints de Covid-19. Mais combien de personnes meurent de la grippe cette année? Vous constaterez que les chiffres sont à peu près les mêmes. Sie werden feststellen, dass die Zahlen ziemlich gleich sind.